Oui, bonjour. Oui, donc bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, des conférences, j'en ai fait quelques-unes. Aujourd'hui, c'est un peu teinté d'émotion, hein, puisque donc, moi, j'habite loin maintenant de Montpellier, mais Montpellier, bah, je suis né ici, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler à Montpellier. IBM, c'était le premier endroit où j'ai fait ma première mission en tant que prestataire de service. Et je crois qu'IBM se souvient bien de moi aussi, puisque je pense détenir le record du fichier log le plus volumineux qui ait jamais été créé chez IBM. Donc ça s'est passé un soir, en fait. Donc je programmais, j'avais un peu de mal avec un programme. Je dis tiens, je vais faire un fichier log, je vais écrire plein de messages pour savoir ce qui se passe. Et je suis parti. Et le lendemain, il y a quelqu'un au fond du grand open space qui était un peu fâché et qui criait « Qui c'est Favreau ?» Et donc cette personne-là s'était levée la nuit parce qu'elle était d'astreinte pour aller en catastrophe arrêter mon programme qui tournait en boucle et qui alimentait ce fichier log. Donc merci à IBM qui m'a permis de comprendre que je n'avais pas beaucoup d'avenir en tant que développeur. Donc du coup, j'ai décidé de faire chef de projet, puis agiliste. Alors, je vous propose de commencer par quelques questions traditionnelles. Alors, des questions simples. D'abord, l'agilité, ça devrait aller. Qui connaît Scrum? Ouais, ça va, pas trop surprenant. Safe, un petit peu moins. Qui sait ce que veut dire PMP? Oula, oula. Alors, PMP, c'est Project Management Professional. C'est une certification qui est délivrée par le PMI, Project Management Institute. Voilà, donc c'est un organisme mondial basé aux États-Unis qui met en place des référentiels sur la gestion de projets au sens large du terme. Hein, donc c'est y compris les projets pour construire des bâtiments, lancer des fusées sur la Lune et aussi faire des logiciels. Qui sait ce que signifie Prince2? Oula, ouais. Alors c'est pas le sosie d'un chanteur bien connu. Hein. Avant je disais Prince 2, mais on me disait ah oui je connais Prince 2 Lu, mais bon, c'était pas pareil. Donc Prince2 c'est aussi une méthode de management de projet et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ok, très bien. Encore une petite question. Qui sait ce que signifie PMO? PMO. Ok, donc PMO, hein, c'est Project Management Office, c'est une structure qui est en général, qui peut exister au sein d'entreprises, d'organisations, qui va centraliser, la mise en place de méthodes de gestion de projet, qui va donc mettre en place la méthode, qui va mettre en place des templates, qui va aider les chefs de projet à diffuser la méthode, à la mettre en place de la bonne façon. Qui va apporter des formations le cas échéant, qui va consolider les projets sous forme de portefeuille, etc. Très bien. Je vais vous poser la question la plus importante. Savez-vous où se trouve la Nouvelle-Calédonie? Qui sait où se trouve la Nouvelle-Calédonie? Ouais. Alors, c'est pas énormément. Alors, je pense qu'en plus, il y a eu le référendum il n'y a pas très longtemps. On en a un petit peu parlé. Je vais vous expliquer un petit peu, parce que moi, ça fait 12 ans maintenant que j'habite en Nouvelle-Calédonie. Donc, la Nouvelle-Calédonie, c'est un petit caillou. Hein, c'est son surnom, le caillou. C'est posé au milieu du Pacifique Sud. Donc, vous voyez sur la carte, c'est tout en bas à droite, à côté de l'Australie. Donc, on est à l'est de l'Australie. 3 heures d'avion de l'Australie, 3 heures d'avion de la Nouvelle-Zélande, et puis de l'autre côté, 6 heures d'avion, 5-6 heures d'avion de Tahiti. Voilà, donc on est 270 000 personnes. L'île, elle fait 400-500 km sur 60-70 de large. Ok. Alors c'est un endroit particulier pour la gestion de projet parce que si vous arrivez là-bas et que vous dites que vous êtes PMP, donc vous savez ce que ça veut dire maintenant, en fait on va vous prendre pour un danseur parce que PMP c'est le nom d'une troupe de danse, d'un spectacle de danse qui s'appelle Pacific Melting Pot. Alors j'ai essayé d'y aller, hein, mais bon ils m'ont fait comprendre aussi que j'avais pas beaucoup d'avenir dans la danse, ils m'ont pas trouvé très très agile pour le coup, donc je me suis concentré sur le PMI. Pour ceux parmi vous qui font également de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de ce qu'on appelle l'AMOA, sachez que l'AMOA en Nouvelle-Calédonie, c'est un long fleuve tranquille. Il y a une
rivière qui s'appelle la MOA. Donc vous pouvez faire du kayak sur la MOA, vous pouvez grimper le pic de la MOA, vous balader dans la vallée de la MOA. Donc on se sent bien chez soi quand on fait de la gestion de projet. Vous savez peut-être que la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi le plus grand lagon du monde, donc des paysages somptueux, de la plongée sous-marine exceptionnelle. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais bon, si PMP c'est une troupe de danse, la MOA une rivière et que sinon il y a des plages, quand est-ce qu'on gère des projets là-bas? Donc ce qui va caractériser la Nouvelle-Calédonie par rapport à d'autres territoires français, c'est son sous-sol. Le sous-sol de la Nouvelle-Calédonie détient 20 à 25% des réserves mondiales de nickel. Nickel, c'est un minerai avec lequel on fait de l'inox, mais aussi le nickel participe à la fabrication des batteries des voitures électriques. Donc, ça sera un petit peu le thème de la conférence, c'est les voitures, donc on y reviendra. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi? Ça veut dire que ça attire des investisseurs du monde entier. On a en Nouvelle-Calédonie des Canadiens, des Coréens, des Australiens, des Américains, des Brésiliens. On a 3 grandes usines de nickel qui ont été construites. À un moment donné, on avait le plus gros chantier industriel du monde en Nouvelle-Calédonie, tout petit qu'on soit. Et pour vous donner un ordre de grandeur, la construction d'une usine de nickel, c'est un investissement qui fait environ 8 milliards de dollars américains. Voilà, donc on a beau être tout petit, on a de quoi s'occuper. Et puis le fait que le territoire est assez autonome quand même, on a notre propre caisse de protection sociale, on a notre propre opérateur télécom, on a les collectivités publiques, donc de quoi travailler malgré tout. Ok. Alors je vous ai présenté la Nouvelle-Calédonie, je vais juste me présenter un peu plus rapidement. Donc je vous l'ai dit, moi je suis originaire de Montpellier. Ce qui me caractérise vraiment, c'est cette envie, cette curiosité, une envie insatiable de découvrir et de partager. Donc moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Alors après, il y a des gens qui sont pour et qui sont contre les certifications, mais moi, j'essaye de faire les choses à fond pour en discuter à l'occasion. Donc j'ai la culture au départ de gestion de projet au sens PMI, au sens Prince2. J'ai ensuite été éveillé à l'agile il y a quelques années, donc des certifications Scrum également, Safe et puis Management 3.0. Alors, je pense que dans l'assistance, il y a de bien meilleurs agilistes que moi, il y a certainement de bien meilleurs chefs de projet que moi. Ce sur quoi je travaille vraiment, c'est d'établir des ponts entre la gestion de projet et l'agilité. Parce que ce sont des mondes qui se parlent pas beaucoup. Là, quand je vous ai parlé un petit peu de gestion de projet, il y avait plus beaucoup de mains qui se sont levées. Je donne également des conférences pour le PMI. Et pour le PMI, l'agilité, c'est un peu une bête bizarre aussi. Et ce sont des mondes qui s'ignorent un peu et qui auraient tout à gagner à travailler ensemble plutôt qu'à s'opposer. Ça va être un petit peu le thème sous-jacent de ma conférence. Voilà, donc à l'écart de tout dogmatisme d'un point de vue méthodologique, parce que également au cours de ma carrière, j'ai alterné des postes salariés en entreprise utilisatrice, prestataire de services, j'ai travaillé en côté métier assistance à maîtrise d'ouvrage, j'ai travaillé du côté maîtrise d'œuvre. Donc voilà, ce qui va me caractériser par rapport à des gens qui sont très spécialisés et certainement encore une fois meilleurs que moi dans un domaine ou dans l'autre, c'est une forme de recul où j'essaye de mettre les choses en perspective et c'est ce que je vais partager avec vous. Alors j'ai une autre question. Je vous ai dit le thème sous-jacent, ça sera un petit peu l'automobile. Qui parmi vous a le permis de conduire? Ouais. Donc vous devez avoir normalement le code de la route. Donc moi j'aime bien les images simples quand on dit finalement les méthodes c'est un petit peu comme le code de la route. Il faut d'abord bien les comprendre avant de prendre le volant, avant de les mettre en pratique. Donc vous avez tous le code de la route, très bien. Je vous propose de vérifier. Voilà, alors la situation est la suivante. J'arrive dans un carrefour et un véhicule rouge s'engage à vive allure et il arrive, comme vous le voyez, de ma gauche, et de surcroît, apparemment, il y a une bande de stop. Voilà. Alors, que faire? Alors, première proposition. Moi, le code de la route, je le connais, on va pas me la faire. Je suis dans mon bon droit, donc je vais pas me laisser faire par ce bip, et j'accélère. Et ça, je le vois. Toujours dans le parallèle avec les méthodes, des gens qui prennent la méthode pour la méthode. Ils oublient à un moment donné pourquoi ils sont là.
Je suis dans mon véhicule, j'ai mes gamins à l'arrière, je les amène à l'école. Mon but, c'est que tout le monde arrive sain et sauf à l'école. C'est pas d'appliquer le code de la route seconde après seconde. Donc attention, moi j'en ai connu, hein. Il en existe et ils sont redoutables. Donc des gens qui prennent la méthode pour la méthode et qui oublient complètement l'intérêt du projet, voire l'intérêt de l'employeur. C'est méthode. Deuxième proposition. Voilà, bah, je ne sais pas trop en fait. Priorité à droite, à gauche, ce qu'il y a écrit par terre, là je ne sais pas trop non plus. Donc bon, bah, je vous laisserai mon numéro de téléphone, je vais prendre un consultant pour m'aider parce que bah, je ne sais pas trop en fait. Voilà, troisième proposition. Alors c'est un peu teinté Calédonie là-bas, parce que vous savez, en Nouvelle-Calédonie, on a ce qu'on appelle les broussards. Hein. Tout ce qui est en dehors de Nouméa, c'est la brousse, donc c'est assez rude. Donc les gens ont des 4x4, des pick-up. Et donc la troisième proposition, c'est ça dépend de la taille de mon 4x4, effectivement. Et là aussi, bah, je le vois dans les entreprises, les jeux de pouvoir sur les méthodes. Bah, si on a une DSI qui est toute puissante, bah, ça va être méthode. Si la DSI est en position de faiblesse par rapport au métier, bah, on va faire beaucoup plus d'entorse par rapport à la méthode. Et puis bon, bah, dernière possibilité. Bah, effectivement, j'en pense pas moins, c'est quand même un bip, mais je ralentis, je laisse passer parce que bah, j'oublie pas que quand même mon but c'est d'arriver à bon port, c'est de servir l'intérêt de mon projet, de servir l'intérêt de mon client, de ma société et d'amener mes gamins à bon port à l'école. Voilà, donc je vous disais, ce sont deux mondes, hein, la gestion de projet et l'agilité qui ont du mal à se parler. Alors je côtoie beaucoup de gens de part et d'autre. Alors quand j'écoute parler les agilistes, alors je fais des généralités, hein, je vais être forcément un petit peu caricatural, mais certains agilistes, quand ils me décrivent la gestion de projet, alors ils parlent de gestion de projet, cycle en V, waterfall, prédictif, ils mettent tout ça dans le même paquet. Et en fait, la première image qui vient à l'esprit, c'est ça. Ils disent, bah oui, la gestion de projet, ça a été super à une époque, ça a rendu de grands services, c'était flamboyant. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus ça sert plus à rien, c'est pas moderne, c'est ringard. Il n'y a aucun futur pour la gestion de projet. Hein, donc il y a même un mouvement qui s'appelle #NoProject. Donc j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur, c'était à Chicago et à Melbourne en Australie. J'y reviendrai. Voilà, donc bah, les projets, il n'y en a plus, la gestion de projet, il n'y en a plus, waterfall, surtout pas, et ainsi de suite. Je caricature un petit peu, évidemment. Si j'écoute certains professionnels de la gestion de projet maintenant, quand j'imagine et je leur demande comment ils voient l'agilité, ça ressemblerait à ça. Donc voilà, l'agilité, c'est gentil, c'est sympa, c'est mignon, c'est cool, mais bon, c'est pas très sérieux. Hein. Nous, on fait des projets, des vrais. On a des enjeux financiers, donc on laisse ça aux startups, aux petits projets gentils, aux jeunes, aux milléniums, mais non, c'est pas très sérieux. Ok, alors comment on fait quoi? Comment on fait? Je suis DSI, j'ai de l'agilité, j'ai de la gestion de projet, je suis métier, je suis développeur. Enfin, comment s'y retrouver? Alors moi, je vous dis, ça fait plusieurs années que je pense qu'il y a des ponts possibles entre ces deux mondes. Et j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic l'an dernier, parce qu'en 2017, alors je vous parlais du PMI, Project Management Institute, qui a un manuel de référence hein, qui s'appelle le PMBOK, Project Management Body of Knowledge, qui sort tous les, je sais plus, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait toujours depuis toutes ces années cette forme de condescendance vis-à-vis de l'agilité. Et en 2017, miracle, donc le PMBOK en tant que tel intègre l'agilité, c'est-à-dire qu'on a différents chapitres. À la fin de chaque chapitre de la gestion de projet, on se pose la question et comment ça se passe en agile. Mieux encore, ils ont sorti en complément de leur PMBOK ce qu'on appelle l'Agile Practice Guide, donc qui est vraiment focalisé sur l'agilité pour expliquer ce que c'est que l'agilité, les apports de l'agilité par rapport à la gestion de projet. Donc là, je me suis dit, Jean-Luc, waouh, t'as un truc à faire là, parce que c'est le sujet que tu regardes depuis des années. Alors j'ai décidé d'aller voir les gens. J'ai décidé de prendre ma valise et ça donnait quelque chose comme ça.
Je voulais voir comment ça se passait ailleurs. Je voulais aller à la source des informations. Je voulais rencontrer les porteurs des grandes tendances. Donc ça a commencé voilà, il y a 14 mois. Je suis allé à Melbourne. Alors là, c'était Scrum Australia, un genre d'agile tour sur 2 jours par contre, où j'ai rencontré des gens passionnants. Hein. Donc c'était l'Australie, c'était la Nouvelle-Zélande, mais c'était aussi un petit peu l'Asie avec des gens de Singapour, etc. Donc j'ai vu des gens passionnants. Je suis allé ensuite à Chicago. Donc c'était octobre-novembre de l'an dernier pour la conférence mondiale du PMI. Donc un truc gigantesque, 3400 personnes, des gens passionnants, des gens passionnés. Je suis allé rencontrer les auteurs même de l'Agile Practice Guide que je vous citais. Ils m'ont embarqué dans le groupe international pour faire évoluer cet ouvrage au cours des prochaines années. Donc c'était quelque chose de fantastique. J'ai continué avec une conférence mondiale aussi des PMO à Houston. Donc là, c'était passionnant aussi parce que tous les PMO du monde entier se posaient la question, mais comment on va faire pour gérer des portefeuilles de projets où on a à la fois des projets au sens waterfall ou projets tout court et de l'agilité. Voilà, donc c'était vraiment intéressant. Alors moi j'étais là-bas, j'étais excité comme une puce, j'avais envie de parler à tout le monde, ce qui n'est pas dans mon caractère hein, pour ceux qui me connaissent. Alors j'avais un système qui était simple, hein, j'avais mon badge et puis j'étais là. Hello, I am Jean-Luc. I come from New Caledonia. Do you know where is New Caledonia? Alors, personne ne savait où était la Nouvelle-Calédonie. J'ai dû interroger plus d'une centaine de personnes, voire bien plus encore. Oui, il y a peut-être un Australien qui savait à peu près où c'était. Mais alors, il s'est passé un truc bizarre, c'est que personne ne savait où était la Nouvelle-Calédonie, mais tout le monde savait qu'en Nouvelle-Calédonie, on parlait français. Donc, I am still wondering why, parce que c'est un vrai mystère. Voilà, donc je suis allé aux États-Unis, je suis revenu à Nouméa, je suis allé donner des formations. Là, j'organise aussi des formes d'événements à Tahiti et à Nouméa, donc des allers-retours ici. Je suis allé à cette époque-là à l'Agile Tour de Sofia Antipolis, d'Aix-Marseille également. J'ai suivi Art of Agile avec l'un des co-auteurs du manifeste Agile, donc qui est Alistair Coburn. Et puis voilà, donc je vous l'ai fait simple, mais tout ça c'est énormément d'allers-retours avec les Agile Tours où je suis allé plusieurs fois, avec des conférences du PMI à Sofia et à Paris où j'étais intervenu également. Et puis tout récemment, là c'était il y a quelques jours, le 15 novembre, j'étais à Montréal pour l'Agile Tour Montréal. Donc là aussi, assez fantastique. Il y avait 1700 personnes, hein, donc c'est à peu près ce qu'on sera l'année prochaine à Montpellier, hein, j'imagine. Donc là aussi, beaucoup d'échanges. Alors c'était vraiment intéressant parce qu'en 14 mois, j'ai rencontré des gens qui avaient plein d'idées, des idées nouvelles pour certaines, et puis des idées très différentes. D'un monde à l'autre, je voyais un petit peu le miroir et les analogies, les différences entre les uns et les autres. Ça m'a permis de définir ou de renforcer des convictions. Donc 5 convictions que je vais vous présenter maintenant. La première, c'est complémentarité plutôt qu'opposition. Alors, je vais juste faire un rapide tour d'horizon, hein, vue d'avion. Qu'est-ce que c'est que le PMI? Donc le PMI, c'est la gestion de projet, je vous ai dit, hein, au sens large du terme. C'est organisé en 10 domaines de connaissances, en 5 groupes de processus. Donc on va gérer les choses qu'on connaît bien, le périmètre, l'échéancier, les coûts, etc. Mais on va aussi gérer les approvisionnements, les achats, on va gérer les risques, la qualité, les parties prenantes. Tout ça regroupé, croisé avec des groupes de processus. Donc en gros, ça se décline. Hein, tout ça, on va dire, je vais démarrer la gestion des risques, je vais planifier la gestion des risques, je vais exécuter la gestion des risques, etc. Et le résultat global, c'est 49 processus de management de projet. Voilà, gestion de projet. Prince2, c'est une méthode de management de projet qui est structurée de façon différente avec 7 principes, 7 thèmes, 7 processus. Alors, c'est une méthode qui a ses propres caractéristiques. Néanmoins, on trouve quand même quelques points de convergence. Hein. On voit qu'on a de la qualité des deux côtés, des risques des deux côtés, etc. Donc, on parle quand même de projet, donc c'est normal qu'il y ait un domaine d'intersection.
Et moi, je me suis posé la question, comment toutes ces choses-là, elles pourraient être complémentaires, comment elles s'articulent les unes avec les autres. Et voilà à quoi je suis arrivé. Donc, tout en haut, je me suis dit, quand on doit traiter un projet, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on va exercer comme activité. Alors, le projet, ça va faire appel à du management tout court. Management tout court, c'est je dois gérer une équipe, la motivation d'une équipe, je dois gérer des achats, etc. Bon, ben, tout ça, on n'a pas besoin de faire un projet pour ça. Je peux être chef de bureau, chef de service, PDG, je fais tout ça, je fais du management tout court. D'accord ? Ben, le PMI déborde un petit peu sur le management, parce que vous l'avez vu, hein, on avait notamment tout à l'heure la gestion des approvisionnements, la gestion des ressources, alors ressources humaines et ressources matérielles. Le PMI et donc son PMBOK, son ouvrage de référence, on pourrait dire que c'est une encyclopédie. Une encyclopédie de la gestion de projet focalisée sur le rôle de chef de projet. Donc je suis chef de projet, qu'est-ce que je devrais savoir? On est dans le descriptif. Qu'est-ce qu'on devrait savoir? C'est pas une méthode de management de projet qui va vous dire où commence le projet, où il se termine, comment le projet s'organise à l'échelle de l'entreprise. Donc c'est vraiment focalisé sur le rôle de chef de projet. Pour simplifier, en gros, on a le chef de projet, l'équipe projet à la rigueur, puis après il y a le reste du monde, les stakeholders, les parties prenantes. Voilà, donc c'est bien, c'est intéressant, mais c'est pas avec ça qu'on peut mettre en œuvre un projet en tant que tel. Hein. Donc, je vous donne un exemple, je dis je suis chef de projet, je veux gérer les risques. Comment je fais? J'ouvre mon PMBOK à chapitre gestion des risques. Et j'ai 20-30 pages sur les risques, je peux les exploiter, les éviter, les déléguer, les réduire, etc. Voilà. Donc on a besoin d'une méthode de management de projet pour être plus opérationnel dans la gestion de projet. Donc dans des entreprises, hein, elles sont assez nombreuses, on a un PMO ou quelques personnes qui s'occupent de ça et qui vont fabriquer en quelque sorte une méthode de management de projet inspirée du PMI. On peut faire ça, ou alors on peut prendre tel quel Prince2, qui est une méthode de management de projet. Donc là, eux, ils sont très, très clairs, ils disent on est une méthode de management de projet, on ne va pas empiéter sur le management tout court, hein. On ne gère pas les ressources humaines, on ne gère pas la motivation, on ne gère pas les approvisionnements, on gère des projets. Et c'est beaucoup plus, c'est pas du descriptif, c'est du prescriptif, c'est-à-dire qu'on n'explique pas ce qu'on devrait savoir, on explique ce qu'on devrait faire. Et faire à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire que certes, on va parler du chef de projet, on va dire le chef de projet il est dans un dispositif plus global, avec un comité de pilotage qui a telle composition, le chef de projet il a affaire, il reporte au comité de pilotage qui dirige le projet, le chef de projet il gère le projet, et puis il peut aussi faire appel à différentes équipes, coordonner différentes équipes qui vont fabriquer en quelque sorte le ou les produits du projet. Alors c'est intéressant, j'étais à Montréal donc il y a quelques jours, et ils ne parlent pas de chef de projet là-bas, ils parlent de gestionnaire de projet. Donc c'est bien parce que chef, il y a une connotation hiérarchique qui fait parfois blocage. Donc c'est bien une répartition des rôles qui est claire. Ils sont très clairs aussi sur le fait que, et je pense que c'est une très grande confusion qu'on a aujourd'hui, de dire que cette méthode de management de projet n'est pas égale à du waterfall. On a tendance à mettre dans le même sac waterfall, gestion de projet. Ce sont deux choses différentes. Je vais vous donner un exemple. Donc moi, en Nouvelle-Calédonie, quand je suis arrivé, j'ai dirigé un projet qui était la refonte du système d'information financier, alors du gouvernement, du Congrès, de la province Nord, de la province des îles, enfin peu importe. L'intitulé du projet avait une connotation système d'information. Je pense que dans la salle, personne ne croit qu'un projet futile dénommé par un terme informatique se limite à fabriquer un produit. Projet, c'est bien plus que ça. Je vous donne cet exemple-là. À l'occasion de ce projet, il y a eu une réorganisation. Au départ, la direction des finances s'occupait de la chaîne complète, de la chaîne comptable complète, donc du passage de commandes auprès des sous-traitants, des fournisseurs, jusqu'au paiement des fournisseurs. Ils ont dit, avec ce logiciel, on va pouvoir décentraliser
toute la partie amont de cette chaîne. Donc les premières étapes, la contractualisation, les commandes, etc., étaient faites dans les directions opérationnelles et la direction des finances ne faisait que la partie finale. Donc on s'est retrouvé avec des cellules administratives dans les différentes directions métiers qui ne connaissaient rien à la gestion des finances publiques. Ces gens-là, il a fallu les former. Donc c'était un chantier à part entière. Ça n'a rien à voir avec fabriquer un logiciel. Donc je ne dis pas former les gens au logiciel, je dis former les gens à la comptabilité publique. Il a fallu les accompagner là-dedans. Ces gens-là, ils avaient des fiches de poste qui évoluaient. Donc on a travaillé avec les ressources humaines pour retravailler leurs fiches de poste. Certaines éditions ne marchaient que sur certains types d'imprimantes. Donc ces imprimantes, il fallait passer commande, il fallait les commander. Puis je peux vous dire que quand on est au fin fond du Pacifique, c'est des choses qu'il faut bien anticiper si on veut être à l'heure. Donc vous voyez, dans la gestion de projet, on a un ensemble d'activités, parmi lesquelles, je ne sais pas du tout péjoratif ce que je dis, hein, mais parmi lesquelles figure la fabrication du produit. Et là, c'est la dernière ligne qui est là, donc c'est la fabrication du produit, c'est le delivery. On va, alors, je fais de la gestion de projet. Si je fabrique un immeuble, ben peut-être que je vais être plutôt waterfall, cycle en V. Si je fabrique un logiciel, ben j'aurai le choix entre waterfall et agile. Donc on a tendance à mettre en concurrence la gestion de projet et l'agilité. Pour moi, le focus, il n'est pas bon. On peut mettre en concurrence si jamais ça a du sens, mais je vous dirais qu'on peut aussi les trouver complémentaires. Plutôt waterfall et agile que agile et gestion de projet. Voilà, donc ça c'était ma première conviction. La deuxième conviction, donc c'est hybride. Alors je vois déjà des gens qui ont des boutons. Je sais que pour beaucoup d'agilistes, et je comprends, je comprends tout à fait, quand on parle d'hybride, oulala, on va dénaturer les choses, on va commencer à faire du Scrum But, on va faire du Dark Agile. Donc l'hybride pour les agilistes, ça ressemble à ça. On va dire, vous allez faire un monstre qui va pas courir très vite d'ailleurs. Au mieux, ça sera joli sur papier, mais en fait, c'est pas viable. C'est contre nature, c'est monstrueux, ça peut pas marcher. Je suis agiliste, l'agile, je dis que ça ne peut pas être mélangé avec la gestion de projet et encore moins avec l'agilité. Donc ça peut vraiment étonner, on peut se dire, mais bon sang, comment on peut mélanger le waterfall et l'agile. Alors pour ça, moi je voudrais parler de l'agile, je vais revenir à mon image automobile. Ça peut être vu l'agile comme je vais aller chercher le meilleur des deux mondes. Je prends cet exemple-là. Imaginons que l'agilité, c'est la voiture électrique. On dit, tout le monde va aller vers la voiture électrique, c'est super, très bien, c'est moderne, c'est l'avenir. Si j'habite dans la Silicon Valley, j'ai des bornes de recharge électriques tous les 500 mètres, donc je n'ai pas de souci à rouler en voiture électrique. Si je suis dans une organisation déjà apprenante et avec une certaine culture, j'aurais pas de mal à mettre en place de l'agile. D'accord ? Mais c'est pas le cas partout. Si j'habite dans des endroits reculés, je peux pas avoir de voiture électrique parce que j'aurai des problèmes d'autonomie. Si je suis dans une entreprise, une organisation qui a une certaine culture, je peux pas arriver en disant je vais poser l'agile dessus alors que la culture, alors que l'environnement est pas du tout prêt à l'accueillir. Alors on fait quoi ? Est-ce qu'on dit je vais rouler en diesel pendant 20 ans en attendant que les infrastructures se mettent en place ? Est-ce que je vais faire du waterfall pendant 20 ans en attendant que la culture de l'entreprise devienne agile ? Alors c'est une option. La deuxième option, c'est de se dire je vais avancer. Je vais avancer ici et maintenant. Et quelque part, c'est aussi agile, parce qu'on va avancer progressivement, on va avancer par itération. Chaque itération ne sera pas parfaite, sera tout à fait contestable. On pourra dire le résultat de la première itération, c'est peut-être l'animal qu'on a vu tout à l'heure, oui, mais on a fait un pas en avant. Et on avance. Donc finalement, mixer à un moment donné l'agilité et le waterfall, ça peut être vu comme une progression vers un horizon qui serait l'agilité ou la voiture électrique. Ça peut aussi devenir, pourquoi pas, une méthode qui a sa propre cohérence, sa propre existence. Aujourd'hui, les technologies hybrides sont très développées. C'est un type de véhicule qui fonctionne, qui a fait l'objet de recherche et voilà, qui a à la fois l'intérêt de l'électrique au niveau de la pollution et l'intérêt du thermique pour l'autonomie.
Donc ça peut être vu comme une fin en soi, ça peut être vu comme une transition, peut-être vers l'électrique, mais moi, enfin bon, j'y connais pas grand-chose, mais qui sait ce que ce sera demain? Peut-être que demain, ça sera, je sais pas, les moteurs à hydrogène, ça sera, enfin, j'en sais rien. Ça sera pas l'électrique tel qu'on le voit aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera pas l'agile tel qu'on le voit aujourd'hui, mais on aura avancé. Donc pour moi, l'hybridation, c'est une forme de mise en mouvement et qui est cohérente avec l'agilité en se disant, ben, à chaque itération, ça sera pas parfait. On peut critiquer chaque itération parce que ça ne sera pas le produit fini, ça ne sera pas, l'idéal qu'on se fait de l'agilité, mais on avance. Donc si on regarde l'Agile Practice Guide du PMI, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais ils disent, ben voilà, on a différentes formes. Hein. Quand on parle de méthode hybride, c'est pas la méthode hybride avec un modèle, puisque l'hybridation consiste justement à aller piocher des choses dans le waterfall et dans l'agile avec des proportions qui vont dépendre de la compréhension du contexte dans lequel on se trouve. D'accord ? Je vais prendre un exemple hein, qui est la deuxième ligne. On peut faire du waterfall, il n'y a aucun règlement qui vous interdit de faire du waterfall et de réunir votre équipe tous les matins. Pourquoi on se priverait de réunir l'équipe tous les matins pendant 15 minutes, même si on a un projet en waterfall? Vous n'allez pas partir en prison si jamais tous les 15 jours vous faites un point pour vous poser la question qu'est-ce qui s'est passé sur les 15 jours qui se passaient, est-ce qu'on peut s'améliorer, quels sont nos axes sur lesquels on pourrait travailler? Vous n'irez pas en prison pour ça. D'accord? Et ça, ben, quelque part, c'est de l'hybride. On est en waterfall et on va piocher des pratiques agiles. Alors évidemment, si on dit avec le focus, le prisme agile, on va dire bah non, c'est pas de l'agile. Oui, non, c'est pas de l'agile, d'accord, mais c'est de l'hybride et c'est mieux que de ne rien faire. C'est ici et maintenant. Alors ça, juste cet outil-là. Hein, le PMI propose ça. Alors il en existe aussi avec Prince2, puis certainement d'autres également. Hein. C'est un questionnaire où vous allez avoir des scores sur différents axes, la culture de l'entreprise, les particularités de l'équipe, les particularités du projet, vous allez avoir des notes et puis vous allez avoir un graphe radar qui va définir une surface. Et en gros, on vous dit bah, si votre surface elle est complètement au centre du cercle, démarrez votre projet plutôt en agile. Si votre surface elle est très large, bah, on est plutôt sur du prédictif. Et si c'est au milieu, bah, partez sur un dispositif hybride. Alors évidemment, c'est de l'aide à la décision. Hein, ça reste l'humain qui va prendre la décision, mais ce sont des outils qui existent en tant que tels. Ça, on l'a vu à la conférence mondiale du PMI. Donc, c'est un extrait d'une présentation d'un Brésilien, Eddie Vandro Conforto, donc Brésilien qui a travaillé pour le MIT pendant quelques années. Alors, c'était un de mes orateurs préférés parce que il n'y a rien de mieux que de l'anglais parlé par un Brésilien pour le comprendre. Par ailleurs, il était aussi brillant, donc ça gâche rien. Et il montrait un chiffre à l'appui qu'aujourd'hui, bah, la tendance forte, c'était les méthodes hybrides. Donc certes, l'agilité croît. Certes, on a un stock qui n'est pas complètement immobile de projets waterfall prédictifs, mais on a une tendance forte vers une proportion croissante de projets en mode hybride. Troisième conviction. Alors ça, je pense que beaucoup parmi vous l'ont déjà vu. Hein, c'est pas forcément un scoop. Hein, on a parlé de l'agilité au début comme des outils, comme des frameworks. On a dit on fait de l'agile. Et puis maintenant, l'agilité, ça s'étend très largement au-delà de ça. Hein, donc on va essayer d'adopter le mindset agile, de passer de faire de l'agile à être agile. Donc l'agilité va croître suivant différents axes. Donc le premier, on va faire des tableaux qui sont de plus en plus grands. Et avec des tableaux plus grands, on va être obligé de faire de l'agile à l'échelle. Donc ça, c'est une tendance forte. Donc, alors il y a profusion de frameworks. On a Safe, on a Less, on a récemment Scaling Scrum, on a Spotify avec Henrik Knieberg, etc. Donc là, on voit vraiment un foisonnement de frameworks d'agile à l'échelle. Et puis, donc ça reste, on va dire, de l'agilité pour fabriquer des produits, mais à grande échelle, et pour créer de la valeur à grande échelle. Et puis, on a l'agilité plus générique, qui va être ce qu'on appelle la business agility. Donc, c'est être complètement agile
toute l'organisation. Donc là, je fais référence en haut à gauche à la Business Agility. Donc, je vous parlais tout à l'heure, c'était Evan Leybourne qui a présenté à Melbourne le hashtag NoProject et qui est également fondateur, là ça date d'un an à peine, du Business Agility Institute. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est intéressant. C'est comment faire de l'agile décliné dans différents corps de métier. Comment on fait de l'agile pour le marketing, pour la vente, pour les RH, comment on gère une agence immobilière en mode agile, etc. D'accord ? Alors nos projets, juste pour l'anecdote, c'était assez amusant parce que donc je l'ai vu présenter cette conférence à Melbourne, donc c'était Scrum Australia, donc hashtag nos projets devant des centaines d'agilistes. Les gens étaient aux anges, donc standing ovation, ouais, nos projets, hashtag nos projets, super. Et je discutais avec lui à la fin de sa conférence, il m'a dit mais dans 2 mois, je vais présenter hashtag nos projets à la conférence mondiale du PMI. Donc c'était assez courageux quand même. Je dis ça tombe bien, j'y vais aussi et je vais pas manquer ça. Donc j'y ai assisté. Donc le gars, il était là devant plusieurs centaines de chefs de projet, il leur a expliqué hashtag nos projets. Le résultat, donc c'était pas une standing ovation. Par contre, ce qui était bien, c'est que les gens étaient intéressés. Donc, c'est ça, moi c'est fondamentalement ce qui m'intéresse, c'est le mindset, c'est la curiosité. Ne vous arrêtez pas aux caricatures, à votre façon de penser unique. Essayez de comprendre comment vous pourrez vous améliorer, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher dans d'autres façons de penser, dans d'autres approches. Et c'est ce que faisaient les chefs de projet ce jour-là. Ils ont posé plein de questions et ils se sont interrogés sur leur pratique, sur comment s'améliorer, etc. Donc voilà, la tendance, c'est la multiplication, encore une fois, des méthodes, des référentiels. La chance que j'ai eue en faisant tous mes voyages, c'est que j'ai pu aller vraiment à la source. Ça, c'est ça qui est passionnant. Donc je vais parler de la Business Agility, nos projets avec Evan Leybourne. Agile Practice Guide du PMI, donc j'ai rencontré Mike Griffith et Jess Fewell, donc avec qui j'ai pu discuter. James Shore à Melbourne également, qui est l'auteur de Agile Fluency. Bon, je ne sais pas si certains connaissent. Donc c'est aussi une approche pour aller vers l'agilité. Et puis on a d'autres tendances plus récentes qui sont recentrons-nous bien sur le mindset agile. On dit on a un foisonnement de framework aujourd'hui. On va essayer de simplifier les choses. Donc on a entre autres 2 mouvements majeurs. Donc le premier tout en haut à droite, c'est Art of Agile de Alistair Cockburn. Donc là, j'ai pu discuter avec lui à Paris en janvier cette année. C'était vraiment passionnant sur le manifeste agile notamment. Et puis à Montréal il y a 15 jours, là c'était Joshua Kiewerski, un truc comme ça, qui lui présentait Modern Agile. Donc là aussi, on est sur des choses très légères, mais qui sont vraiment au plus simple. Donc vous voyez, c'est juste quelques mots qui disent revenons vraiment à la simplification. Alors si on était un petit peu taquin, c'est bien. Alors on dit il y a énormément de frameworks. Moi, je vais faire un framework générique qui va couvrir les autres. Bon, en même temps, ça en fait un de plus, quoi. Donc, on continue quelque part à rajouter, à empiler des approches, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut rester toujours curieux et aller chercher des bonnes idées, sachant que la valeur ajoutée pour moi des consultants, des agilistes, des chefs de projet, c'est d'en savoir le plus possible et de s'adapter au contexte pour doser agilité, waterfall, gestion de projet. 4e conviction. Alors, quand je discute avec des agilistes, et je me souviens particulièrement de Scrum Australia à Melbourne, PMO, en général, c'est l'ennemi juré. Parce que le PMO, il a souvent cette culture PMI, gestion de projet, processus rigide, documentation, process, etc. Et ça se passe pas bien parce que les agilistes arrivent avec une approche différente. Moi, je l'ai vécu personnellement. J'ai quelques années de ça en arrière. Je commençais à promouvoir l'agilité. Puis j'avais un PMO, lui, il était certifié PMP, puis il annonnait, il récitait ce qu'il avait appris à l'école, et il refusait absolument de voir ailleurs. Donc, quand moi j'arrivais avec mon approche agile, il me disait, mais toi, t'es un imposteur, quoi. T'es un imposteur, tu sais pas ce que c'est qu'un projet, t'es pas un professionnel. C'était violent. Franchement, c'était violent. Et aujourd'hui, heureusement, le PMI lui-même, je vous l'ai montré, s'ouvre aujourd'hui à l'agilité. Donc, il y a une certaine dualité historique, mais par contre,
on a des PMO, et c'est heureux, qui se mettent à l'agile. Et quand c'est le cas, ben, ça va être un vecteur de propagation de l'agile qui est fantastique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PMO va endosser, je dirais, la mise en place de l'agile, ou en tout cas va la promouvoir, va y participer, va former les gens, va mettre en place un dispositif pour accompagner les gens, pour faciliter la vie des gens qui mettent en place l'agile. Donc ça, on a des chiffres hein, du Scrum Report de la Scrum Alliance qui dit quand on regarde les projets agiles tout court, on a déjà des taux de succès qui sont déjà excellents, hein, mais avec en plus un PMO qui s'occupe de l'agilité, on a quasiment les projets parfaits. Donc même les PMO et l'agilité peuvent être complémentaires. Dernier point, je voulais vous parler de l'évolution du rôle de chef de projet et puis plus généralement de celui de leader. Parce que là aussi, chef, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien apprécié comme terme parmi certains agilistes en tout cas, et on peut se poser la question, mais dans l'agilité, finalement, où est passé le chef de projet? Donc, il n'a pas tout à fait disparu si on cherche bien. Je vais faire référence à Henrik Knieberg, hein, donc, qui est le fondateur du framework Spotify, qui a défini ce qu'il appelle la leader-phobia. D'accord? Donc c'est la peur irrationnelle des leaders et du leadership. Ça existe. Si, ça existe. Je suis sûr qu'il y en a certains parmi vous qui sont atteints. C'est la croyance erronée que tous les leaders sont méchants, hein, que le leadership c'est pas bien. Soyons un petit peu plus nuancés, d'accord. Je pense qu'avec le mouvement en plus de passage d'agile à l'échelle, on a besoin de leadership, du bon leadership évidemment. C'est pas du leadership à l'ancienne. Donc oui, on a besoin de ça pour donner une direction, pour certes avoir des équipes auto-organisées, mais ça c'est Management 3.0 qui va en parler, hein, qui s'auto-organisent mais dans un cadre. On va mettre en place un cadre, mettre en place un système, ça va être le rôle du manager, et ensuite dans ce système, l'équipe peut s'auto-organiser et aller dans la bonne direction. Donc tous ces sujets-là, pour moi, c'est vraiment une question de perspective, une question de point de vue. Alors je vous montrais tout à l'heure en introduction la carte du monde en vous disant la Nouvelle-Calédonie, c'est tout en bas à droite de la carte. Moi, je vais vous montrer maintenant une autre carte. C'est la même planète, c'est la même planète Terre, c'est exactement les mêmes pays, etc. Sauf que le nord est au sud et que la Nouvelle-Calédonie est au centre du monde. Et oui, c'est un scoop, ça y est pas. Et là, moi, je vous dis, vous pouvez penser ce que vous voulez de la France. Moi, je vous dis, la France métropolitaine, la Nouvelle-Calédonie est au centre du monde et la métropole, là, pour le coup, c'est elle qui est tout en bas à droite. Et c'est le même monde. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on a notre mode de pensée, on est entouré de gens qui pensent la même chose, on voit le monde d'une certaine façon, y compris d'un point de vue méthodologique. Et c'est dommage parce que ce monde-là, on y évolue tous. Donc les étrangers des uns font peut-être partie des gens de notre pays et ainsi de suite. Donc c'est ce que je voulais illustrer ici. C'est un peu l'optique, hein, quand on parle d'équipe Scrum, on va vous dire très précisément ce que c'est que le Product Owner, ce que c'est le Scrum Master, quelles sont les prérogatives de l'équipe de développement. Donc ça c'est super bien développé. Et puis après, les autres. Le reste du monde, là, c'est une espèce de nébuleuse, on ne sait pas trop qui y a, c'est le client final, enfin c'est l'utilisateur du site web public, c'est le management, c'est les exploitants, c'est les autres. On s'en fiche. D'accord ? Nous, on fait notre boulot, et puis il y a les autres. PMI, c'est pas mieux. Hein. PMI, c'est pas mieux. Je vous disais, le PMBOK, c'est le manuel du chef de projet, de l'équipe projet, et c'est pareil. On va vous décrire très très bien tout ce que fait le chef de projet, puis après, il y a les autres. Tous ces gens-là, hein, on peut être l'autre de l'autre, et on est tous dans le même monde. Donc, moins on connaît les autres, et plus ça devient inquiétant. D'accord ? Donc, on peut s'inquiéter, voire s'en défendre, être réticent, etc. Donc, ça m'a fait penser donc à ce film avec Nicole Kidman. Alors, j'ai pris quelques libertés sur la traduction, mais ça pourrait très bien s'appeler The Stakeholders.
Et pour continuer en culture un peu plus française, hein, donc ça c'est pas un des acteurs du film, hein, c'est Jean-Paul Sartre qui a écrit il y a quelques années L'enfer c'est les autres. Voilà. Donc arrêtons de penser de façon unique avec son propre référentiel, en baignant toujours dans la même ambiance avec des gens qui pensent comme nous. Soyez curieux, allez voir ce qui se passe ailleurs, allez voir comment peuvent réfléchir, raisonner les autres. Voilà, donc ce que je pense fondamentalement, c'est que... Alors c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, mais je pense que quand on est dans une équipe de développement de projet, ce qu'on voit du chef de projet, avec le prisme de l'équipe de développement, c'est le gars qui décompose le boulot, qui distribue le boulot, qui vient vérifier que le boulot il est à l'heure, qui appuie sur un bouton pour dire on est en avance, on est en retard, qui va se faire mousser auprès du management, et puis c'est tout. Donc ça, effectivement, si on dit que la gestion de projet c'est ça, oui, effectivement, on n'a plus besoin de chef de projet parce que, on le sait bien, hein, le product owner, scrum master, l'équipe de développement vont tous se répartir ces travaux-là. Ce qu'on ne voit pas forcément si on n'a pas cette optique un peu plus large, c'est qu'un chef de projet, ça doit aussi, typiquement, gérer les approvisionnements, gérer la relation avec les parties prenantes au sens large du terme, ça doit gérer les risques, hein, pareil, les risques, on dit... Avec l'agilité, on gère bien les risques, oui, mais on gère les risques liés au logiciel. On ne gère pas les risques à l'échelle du projet. On avait un risque, par exemple, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, peut-être que les gens qui étaient dans les cellules administratives, ils n'avaient pas du tout envie de devenir comptables. Donc c'était un risque très fort sur la conduite du changement. C'était pas du tout un risque qu'on allait traiter dans le backlog du produit. D'accord ? On a beau dire dans le backlog de notre produit, on va créer de la valeur, votre valeur. Si les gens ils n'ont pas été formés, si les gens ils n'ont pas accepté la conduite du changement, la valeur ce sera zéro. Ce sera zéro. Donc si on n'a pas plusieurs processus qui viennent se synchroniser à un moment donné avec le travail remarquable de l'équipe qui fabrique le produit en mode agile, la valeur générée c'est zéro. D'accord ? Voilà, donc mon point de vue c'est que les activités au sens large, c'est celles que j'ai listées à droite, de la gestion de projet, ne disparaissent pas. Donc, alors, il y a quelqu'un qui doit faire le boulot. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez manager agile, servant leader, chef de projet 4.0, coach. Knieberg, il parlait de Uber, project manager. Enfin, appelez-le comme ça vous plaira. Peut-être même qu'il y en a plusieurs. C'est pas forcément une personne unique. Mais le boulot, il faut le faire. Donc attention. On peut très bien aller résolument vers l'agile, c'est pas pour autant qu'on abandonne tous les processus de gestion de projet. Ok, j'en ai presque fini. Je voulais juste faire une récap avant la conclusion. Donc la récap, les convictions, complémentarité, hybride, extension du domaine de l'agile, PMO vecteur de transformation et évolution des rôles et du leadership. Donc avec mon copain le chat de Gueluc qui nous dit donc que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et par rapport à ça, je vous parlais de Modern Agile, de Art of Agile, enfin, de plein de mouvements qui se développent aujourd'hui. Il y en a un que j'aime bien, que je vous invite aussi à regarder, qui s'appelle Agnostic Agile. Alors il y a 12 principes, vous pouvez aller sur le site, c'est développé, vous pouvez y adhérer si vous voulez, c'est juste dire je suis d'accord avec ça. Moi j'en ai souligné quelques-uns, tous sont importants, mais par rapport à la thématique d'aujourd'hui, ce que j'ai souligné c'est qu'on va adapter, on va modeler l'agilité en fonction du contexte. Donc pour moi, il faut avoir le maximum de connaissances, de pratiques et aller piocher les bonnes pratiques qui seront adaptés à un contexte qui n'est jamais le même d'un projet à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Numéro 6, respecter les frameworks et ce qui les pratiquent. Ça, c'est un défaut de l'agile, c'est sectaire, Safe, c'est pas joli, Scrum, c'est bien, Kanban, c'est mieux. Arrêtons, quoi. Arrêtons, essayons de prendre un petit peu de hauteur. Et oui, le poster de Safe, il fait peur, je suis d'accord, comme le leader de tout à l'heure, mais allez au-delà, allez comprendre ce qu'il y a derrière Safe. Je suis sûr que vous allez trouver des choses qui vous intéresseront. Vous n'êtes pas obligé d'adopter tout en bloc, mais il y a des choses qui vous intéresseront. Donc respect. Pour moi, le respect, c'est quand même la confiance, le respect, ça fait partie de l'agilité. Donc essayez d'être dans cette dynamique-là.
Numéro 9, se souvenir que l'agilité, ce n'est pas une fin en soi. Encore une fois, au carrefour, vous n'allez pas forcément accélérer si la voiture va vous couper la route. Donc attention, réfléchissez à l'intérêt de votre client, réfléchissez au contexte, aux contraintes dans lesquelles vous évoluez. Est-ce que la culture de l'entreprise est prête à basculer du jour au lendemain à du full agile, ou est-ce qu'il faut y aller par étapes, de façon progressive? Moi, j'ai assisté à un retour d'expérience SAFE à Montréal il y a quelques jours. Il nous disait la première mise en place de SAFE, ça ressemblait pas du tout à SAFE. On s'est inspiré de SAFE, mais quelqu'un qui vient, imaginons faire un audit, il dirait mais c'est pas SAFE. Pour autant, ça a été une première étape. Et là, ils étaient en train dans la logique d'amélioration continue, de s'améliorer pour essayer d'exploiter au maximum ce que SAFE peut leur apporter dans leur contexte. Et il nous disait, si on avait essayé d'aller à la cible tout de suite, on se serait planté. Voilà, donc il ne faut pas avoir l'ambition de faire de l'agile parfait du premier coup. L'agilité, c'est un chemin, c'est pas une destination, ça c'est un chemin. Donc admettons qu'on puisse avoir au moins des états intermédiaires qui seraient hybrides, qui seraient quelque chose qui serait l'agrégation de pratiques de différents frameworks agiles, voire de pratiques de la gestion de projet ou du waterfall. Et puis, dernier point que j'ai souligné, le numéro 10, attention, le dogmatisme n'est pas agile. On peut être passionné par ce qu'on fait, on peut croire profondément en certains principes, et je le respecte tout à fait. Enfin, moi, le premier, je suis passionné par ce que je fais, mais attention au piège du dogmatisme. Essayez, encore une fois, d'être curieux. Soyez curieux, apprenez, sautez les barrières et allez voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner pour conclure cette conférence. Et je vous remercie de votre attention.